Der Frankreich-Block ist schon wieder in Paris. Diesmal sind wir bei Nicolas Offenstadt zu Besuch. Monsieur, je vous remercie pour la réception chez vous, dans votre laboratoire d'histoire. Vous êtes agrégé docteur en histoire, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes maître conférence d'histoire du Moyen-Âge et d'historiographie à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous vous êtes spécialisé sur les pratiques de la guerre et de la paix au Moyen-Âge. Comment êtes-vous arrivé à la Grande Guerre? En fait, j'ai commencé à travailler à l'Institut d'études politiques de Paris sur des thèmes qui avaient trait à la guerre. Et pendant mes études de thèse en histoire médiévale, j'ai continué ce que j'avais commencé à Sciences Po, à savoir un intérêt pour la construction de la guerre et de la paix dans la France des années 20 et des années 30. Donc en réalité, mon premier sujet de recherche n'était pas la Grande Guerre elle-même, mais ses conséquences. Et mon mémoire de maîtrise, ce qui est aujourd'hui un M1, portait déjà sur un groupe pacifiste de l'entre-deux-guerres, qui était la Ligue des combattants de la paix, qui était un groupe très très marqué évidemment par le conflit de 14-18. Donc c'est par les mémoires de guerre en fait que j'ai abordé le conflit de 14-18 et ses conséquences. Et moi quand j'ai travaillé dans les années 90, au début des années 90, à la fin des années 80, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient des témoins de cette guerre. Certains militants pacifistes avaient fait la guerre ou l'avaient vécue. Et donc beaucoup étaient marqués par ce qu'ils avaient vu, entendu, subi en 14-18 et en avaient conclu à un engagement pacifiste. Et donc c'était d'abord ça mon premier thème de recherche, la mémoire de 14-18. Vous participez au collectif de recherche internationale des débats sur la guerre 14-18. Cela existe depuis quand ce comité? Alors, c'est un groupe de recherche, en fait, assez ouvert, qui s'est fondé à la suite d'un travail collectif que nous avions mené sur le chemin des dames. Le livre était publié en 2004. C'est une des batailles, le chemin des dames, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est une grande bataille qui a eu lieu en 1917, qui est une bataille lancée par les Français pour débloquer la situation, l'impasse du front occidental, et qui se déroule dans l'Aisne et dans la Marne principalement. Et c'est une immense bataille qui a mobilisé des centaines de milliers de soldats et qui s'est avéré un échec très important pour l'armée française. Et nous avons constitué sous ma direction un groupe de recherche sur cette bataille et ses conséquences. Et en fait, en constituant ce groupe de recherche, on a mesuré des affinités plus larges que le simple travail sur le chemin des dames. Et en conséquence, un groupe de recherche s'est fondé qui s'appelle donc le collectif de recherche. Il avait comme peut-être caractéristique principale qu'il faut préciser, d'être très lié justement à la région de l'Aisne, le chemin des dames, puisqu'il a été fondé dans la suite de cette histoire. Ça, c'est ses premières caractéristiques. C'était un groupe de terrain. On avait beaucoup travaillé avec les gens, on avait beaucoup travaillé avec les érudits locaux, avec les populations qui étaient sensibles à leur histoire. Beaucoup d'histoires régionales aussi. Non, parce que ce qu'on ne voulait pas, c'est rester sur la région. On voulait que la région soit un laboratoire pour des questions plus générales. Et donc ensuite, des différents chercheurs nous ont rejoints autour d'un certain nombre de regards communs sur la guerre. Donc il y avait un lieu, il y avait un regard commun qui était marqué peut-être par deux choses. D'abord, la volonté d'intégrer différents types de chercheurs, des chercheurs locaux, des spécialistes de sciences sociales, des historiens. Donc une certaine ouverture du point de vue des gens impliqués. Et l'autre aspect du CRID, c'était une volonté de faire une histoire qui soit véritablement des acteurs, une histoire sociale et pas une histoire simplement des discours, des représentations, donc véritablement ancrée dans les pratiques et dans la manière dont les choses se sont faites et ont été vécues en 14-18. Vous appartenez aussi au CVUH, Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Que pourriez-vous nous dire sur cet organisme? Alors ça, c'est un organisme de professeurs et d'enseignants d'histoire qui a été fondé en 2005, d'ailleurs à peu près au même moment que le CRID. C'est peut-être pas un hasard. C'est un moment où l'histoire en France était un sujet de débat politique et public. Donc l'histoire, c'était pas seulement une affaire d'enseignants, de professeurs ou disons d'érudits. C'était quelque chose qui était très discuté dans l'espace public. Il y avait beaucoup de débats sur la mémoire des colonies, sur la mémoire de l'esclavage, sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et ça s'est accéléré au début des années 2000 avec beaucoup d'instrumentalisation politique de l'histoire. Et notamment, une loi en 2005 avait mis un peu le feu aux poudres en expliquant que les enseignants devaient enseigner le rôle positif de la colonisation, ce qui était une intrusion très forte dans les manuels scolaires. Donc il y avait plein de débats comme cela, et dont certains ont trouvé que la discipline histoire était en danger.
Elle était en danger parce qu'il y avait tas de discours qui étaient tenus sur l'histoire qui nous paraissaient soit très identitaires, soit très instrumentalisés. Donc on a voulu créer un comité qui permette de réfléchir sur la place de l'histoire dans l'espace public. Donc vous voyez, c'était des historiens de métier, professeurs du secondaire, professeurs de l'enseignement supérieur, chercheurs, qui ont voulu donner une parole historienne dans l'espace public contre tous les usages qui étaient faits de manière inconsidérée, incontrôlée du passé. Vous faites aussi partie de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Depuis quand? Alors, ça c'est quelque chose de très différent. Les deux groupes dont je vous parle sont des groupes qui sont nés de la recherche, de chercheurs, d'historiens, qui ont voulu se fédérer sur des positions et sur des principes communs. Donc ces principes communs, c'était notamment, aussi bien pour le CRID que le CVUH, d'une histoire qui puisse être discutée sur la place publique, dans l'espace public, qui n'appartiennent pas seulement aux historiens, et qui permettent aussi de donner aux gens qui s'intéressent soit à la guerre de 14, soit à l'histoire en général, un discours critique, des éléments pour réfléchir sur la place de l'histoire dans l'espace public. Donc c'est des groupes, si vous voulez, qui n'émanent que d'une volonté d'un certain nombre d'individus de réfléchir ensemble sur ce qu'est l'histoire, ce qu'elle peut apporter au débat public. La mission du centenaire est très différente puisque c'est une institution d'État en quelque sorte, qui a été fondée à partir de 2012 principalement, à la suite d'un rapport remis par Joseph Zimet au président de la République à l'époque pour préparer le centenaire de la Grande Guerre. Donc là, c'est un groupe beaucoup plus institutionnel qui a pour but de mettre en musique, de fédérer l'ensemble de ce qui se fait sur la Grande Guerre. Et donc moi j'y appartiens comme spécialiste de 14-18 et parce que je crois toujours dans le prolongement de notre discussion qu'il est important que les historiens participent à un certain nombre de commémorations publiques, non pas pour légitimer le pouvoir, non pas pour fortifier les discours du pouvoir, mais au contraire pour donner à l'ensemble des acteurs impliqués des éléments historiens, des éléments produits par la science historique, à charge ensuite à ceux qui font les commémorations d'en faire ce qu'ils veulent. L'historien est là pour donner des éléments critiques, pas pour donner un discours de commémoration. Oui. J'ai lu avec intérêt votre livre avec le titre « L'histoire, un combat au présent ». C'est un livre interview avec Régis Méran. Et je voudrais vous demander comment résumeriez-vous votre passion ou votre conception de l'histoire? Alors, je dirais d'abord que pour moi, l'histoire, c'est d'abord un plaisir. C'est-à-dire que j'ai l'impression... Passion. Oui, si vous voulez. En tous les cas, je ne fais pas ça comme certains historiens. On a l'impression que c'est une forme de souffrance. Il y a une science triste, vous savez. Moi, j'ai une science gaie, c'est-à-dire que je trouve que c'est fascinant pouvoir être payé pour réfléchir sur le passé et sur la place du passé dans le présent. Donc il y a d'abord cet intérêt, ce plaisir profond. Ça, c'est le premier élément. Mais ça ne suffit pas, parce qu'évidemment, ce serait un peu simple et égoïste. Ce qui m'intéresse aussi dans l'histoire, et notamment telle qu'elle est possible à faire en France aujourd'hui et en Europe, c'est évidemment qu'il y a tout un ensemble de discours et de liens avec le présent. Ce qu'est notre société. Non pas, je ne crois pas du tout aux racines ni aux filiations, ça je pense que ce sont des constructions, mais je pense que l'histoire c'est quand même quelque chose qui fait réfléchir au présent et qui nous permet de circuler un peu mieux dans le présent parce qu'elle nous ouvre d'autres cheminements. Des options d'action pour l'avenir, quelque chose comme ça aussi, n'est-ce pas? Ou en tous les cas un outil de réflexion, oui, pour différentes temporalités. Et je crois que c'est le deuxième élément, c'est évidemment l'histoire comme finalement un outil de circulation dans le présent par des voies un peu détournées, autrement. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, moi, je trouve que ce qui est fascinant aussi dans la matière historique, et c'est ce qui en fait l'intérêt, c'est qu'il faut la partager. Parce que d'abord, c'est dur à faire de l'histoire. C'est pas si simple d'interpréter, c'est pas si simple de comprendre. Donc, ce qui me plaît, c'est que c'est une discipline qui se déroule le mieux dans le partage, dans l'échange avec des collègues, avec d'autres historiens de différents pays. C'est quelque chose qui, moi, me stimule beaucoup. Et aussi avec des gens qui en ont le goût, mais qui ne sont pas des historiens de métier. Donc je dirais que c'est ces trois aspects-là, l'histoire comme un goût profond, l'histoire comme une circulation entre les temps, et l'histoire comme un partage, bien au-delà de la sphère historienne. L'histoire, ou devrait-on dire l'historiographie, est-elle vraiment toujours une lutte ou un combat? Oui, je crois qu'il n'y a pas de discours sur l'histoire qui soit banal et qu'on puisse simplement dérouler devant n'importe quel parterre. Oui, l'histoire, c'est une lutte de sens, parce qu'il n'y a pas une seule lecture de l'histoire, il n'y a pas une seule manière de la raconter, et on sait très bien comment tous les pouvoirs se sont saisis de l'histoire ou l'ont mis à distance. Autrement dit, je crois qu'effectivement, écrire l'histoire n'est jamais un enjeu neutre, n'est jamais une simple passion d'antiquaire ou d'érudit, et une histoire qui est de la pure érudition et qui ne sort jamais
de son établissement des éléments factuels, évidemment, est une histoire extrêmement pauvre. Donc effectivement, la lutte de sens est permanente dans la restitution d'un récit historique. La commémoration de la Grande Guerre revêt-elle aujourd'hui aussi une dimension politique? Absolument, elle n'est que politique. Toute commémoration est politique et avant tout politique, je dirais même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'histoire, la commémoration. C'est l'histoire qui est rendue au présent, comme les hommes, et en particulier ceux qui en parlent, l'interprètent. Donc je crois que le rôle de l'historien, là, n'est pas de donner un discours politique, mais de donner à ceux qui vont faire de la politique avec l'histoire les meilleurs éléments pour qu'il y ait un lien intéressant entre les deux. C'est deux sphères séparées, mais autant articuler au mieux l'une à l'autre. Donc effectivement, la commémoration, c'est pas une affaire uniquement de savants, c'est une affaire aussi très politique, bien sûr. Et d'ailleurs, je dirais même plus de politique intérieure, mais parfois aussi de relations internationales entre les différents pays. Donc, vous voyez, il y a plein d'échelles du politique dans la commémoration. Pourriez-vous préciser une phrase de votre livre que je viens de citer? Vous constatez que l'histoire savante n'a pas vocation à servir une cause. Pouvez-vous expliquer cette phrase? Oui, l'histoire savante n'a pas vocation à servir une cause. C'est que je pense qu'on ne doit jamais écrire l'histoire en ayant le but de servir autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire une cause politique, une cause sociale, une cause morale, parce que je crois que l'histoire, ça doit être un étonnement permanent. On doit rester étonné devant ce qu'on lit, devant ce qu'on trouve, on doit rester à distance. Et si on a décidé de servir une cause dès le départ, on va perdre ces deux éléments qui sont, à mon avis, fondamentaux pour un historien. C'est d'abord l'étonnement, l'idée qu'on puisse découvrir, qu'on puisse changer de chemin pendant la recherche. Mais si vous servez une cause, il n'y a pas de possibilité de bifurquer. Donc pas d'étonnement possible, ou en tous les cas très peu d'étonnement. Et d'autre part, je pense que ce qui est important, c'est la distance. C'est mesurer la distance entre les passés et le présent, la distance entre ce que vous êtes en train d'écrire et ce qu'ont pu penser les gens à certains moments. Et donc cette idée que le rapport entre l'objet et le sujet implique une distance variable, mesurable, évidemment empêche aussi de servir directement une cause immédiate. Oui. Lors de la réunion du Conseil scientifique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, en mai dernier, on a constaté un très fort intérêt pour la commémoration de la Première Guerre mondiale. Or, parmi plus de 1000 projets labellisés par la mission du centenaire, il y a seulement 67 projets étrangers. Il est certainement vrai que beaucoup ne demandent pas la labellisation. Or, cela est-il un signe que cette commémoration n'est pas un projet européen? C'est pas là que je vois le signe de l'absence de projet européen, c'est dans la faiblesse de la présence de l'Union européenne dans les commémorations. On se rend compte que la commémoration est très nationale, et que cette commémoration, finalement, n'a pas du tout de niveau européen dans son ensemble. Les principales manifestations, elles sont soit nationales, soit bilatérales, par exemple franco-allemandes, soit multilatérales, par exemple comme il y a eu lieu à Liège le 4 août, où il y avait des représentants de différents pays européens. Mais l'Union européenne, en tant que telle, en tant qu'institution, en tant que symbole, est très peu présente. Donc je pense que ce n'est pas tellement au niveau des sociétés, parce qu'au niveau des sociétés, beaucoup de choses se font, qu'au niveau des institutions dans son ensemble, qui n'ont pas saisi 14-18 comme un objet européen. C'est assez frappant, oui. Vous avez évoqué Liège, mais hors l'historial franco-allemand, dont le président Gauck et Hollande ont posé la première pierre sur le mémorial sur le Hartmannsweiler Kopf, et l'inauguration du mémorial international face au cimetière de Notre-Dame de Lorette, il y a 2 jours, il n'y a pas 2 jours, mais c'était le 11 novembre, internationalise cette commémoration de la Grande Guerre, n'est-ce pas? Elle est forcément internationale, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Que vous pensiez dans les années 80 au geste de Helmut Kohl et François Mitterrand à Verdun, que vous pensiez même il y a plus longtemps aux anciens combattants français et allemands qui se sont rencontrés sur les champs de bataille dans les années 30, dans les années 60. Donc l'internationalisation de la commémoration n'est pas nouveau. Ce qui est sûr, c'est que le centenaire est une occasion d'approfondir cet aspect international. Et effectivement, c'est quelque chose qui se fait, mais ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps, c'est difficile. Par exemple, à Sarajevo, pour le 28 juin 2014, il était très difficile de faire tenir ensemble des projets européens, là aussi internationaux. Donc je crois qu'il y a une tension dans ce centenaire entre des projets nationaux, parfois très nationalistes, dans certains pays, et une volonté internationale d'un certain nombre d'acteurs des commémorations qui est manifeste, vous avez raison. Elle a eu lieu autour de l'Hartmannsweiler Kopf, mais c'était seulement franco-allemand. Elle a eu lieu lors de l'anneau de la mémoire, ça c'est un vrai progrès, je crois, dans la perception internationale des commémorations, mais ça reste fragile
ça reste limité. Et donc je ne crois pas qu'on puisse dire que le centenaire, à part chez les historiens, mais les historiens c'est toujours plus facile de travailler à l'échelle internationale, que le centenaire soit d'emblée une commémoration internationale. Il y a des victoires ponctuelles de ce point de vue-là, mais il y a aussi des reculs. La Russie commémore de manière très nationaliste, la Serbie aussi, la Turquie manifestement a des orientations en ce sens-là. Donc il y a aussi des pays qui jouent une carte extrêmement nationaliste au temps du centenaire. Le gouvernement allemand a tardivement inscrit la commémoration de la Première Guerre mondiale à son agenda. Toutefois, la visite du président fédéral Gauck, cela hat man sich Kopf, était réussie, n'est-ce pas? Or, les journaux en Allemagne n'en ont pas beaucoup parlé. Oui, ou plus ou moins. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en Allemagne, la commémoration de 14-18 a beaucoup moins d'importance qu'en France. En Allemagne, 14-18, c'est un sujet qui, pendant très longtemps, même si les choses changent un peu avec le centenaire, était considéré comme un sujet secondaire dans l'espace public, vous savez. Et donc, du coup, pour des raisons différentes, d'abord parce que le nazisme, la Seconde Guerre mondiale a écrasé la mémoire de la Première Guerre mondiale. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est lointain. Et les dirigeants allemands se sont dit que ça allait peu intéresser, en fait, leur population, d'où peu d'intérêt, peu d'investissement dans le centenaire. À mon avis, ça change. Ça change parce que peut-être qu'on a peu parlé de la visite de Gauck sur l'Hartmannswiller Kopf, mais il y a énormément d'expositions en Allemagne. C'est fascinant, dans de nombreuses régions. Et parfois des expositions magnifiques, parfois très impressionnantes, comme à Essen. Vous avez aussi vu celle de Stuttgart, n'est-ce pas? Oui, il y en a à Stuttgart, il y en a dans la Ruhr, il y a un immense programme de recherche, d'exposition, de différentes activités qui s'appelle Mitten in Europa, au milieu de l'Europe, qui montre qu'il y a en Allemagne un intérêt culturel très important. Le débat autour du livre de Christopher Clark, Les Somnambules, est aussi un signe que l'Allemagne s'intéresse à la guerre de 14-18. Les productions livresques, de plus en plus de productions aujourd'hui envahissent les librairies, même dans les gares allemandes, on voit beaucoup de rayons sur la Première Guerre mondiale. Donc je crois que sans doute, aujourd'hui, il se passe quelque chose de nouveau en Allemagne. Il y a une nouvelle mémoire de 14-18 qui est en train de jaillir, et c'est ça qui est intéressant d'observer. Je voulais vous interroger aussi sur le livre de Christopher Clark. Recommandez-vous la lecture de ce livre? Bien sûr, il faut toujours lire les livres qui font débat, parce que justement, c'est une histoire vivante. On peut ne pas être d'accord avec lui ou relativiser la nouveauté du propos, parce que ce n'est pas le premier livre à traiter des origines de la guerre, mais il est arrivé sans doute à un bon moment, donc il faut absolument le lire. Il y a des choses à prendre, d'autres à laisser. Moi, j'ai d'ailleurs débattu avec lui, donc je ne cache pas mon point de vue. Je crois que ce qui manque beaucoup, c'est qu'il y a très peu de connexions dans son livre, il y a très peu de liens entre les dirigeants et les sociétés dont ils sont issus. Donc on a effectivement l'impression, souvent, de dirigeants en apesanteur qui n'ont pas de contraintes sociales, peu de contraintes dans les sociétés qu'ils dirigent. Et je crois que ça manque, ce regard d'histoire sociale sur les origines de la guerre. Ça manque dans le livre de Christopher Clark, et du coup, on se demande exactement à quel niveau il se situe, et c'est peut-être une de ses limites, même s'il est tout à fait passionnant à lire. Des élèves qui veulent concevoir et présenter un projet de commémoration autour de la Grande Guerre dans leur collège ou lycée en Allemagne, par où devraient-ils commencer? Alors, je pense qu'un des bons moyens de commencer, aussi, il y en a toujours plusieurs, mais quelque chose qui parle beaucoup aux lycéens et aux collégiens, c'est l'expérience de la guerre elle-même par les soldats. Donc ça résume pas la guerre, mais ça me paraît un élément important. Et ça a d'autant plus d'intérêt, cette expérience des soldats dans les tranchées, que c'est une expérience partagée entre Français, Allemands, Autrichiens, Italiens, évidemment avec des différences. Donc je crois que c'est un bon élément parce que ça permet de réfléchir avec des horizons très larges. Ça intéresse évidemment les jeunes générations, une expérience aussi forte et aussi incroyable aujourd'hui que l'expérience des tranchées pendant des années dans des conditions terribles. C'est souvent une bonne accroche pour les élèves. Ça leur pose des questions, ça leur permet de comparer. Donc je dirais que c'est peut-être le plus immédiat pour les jeunes générations, que c'est de plonger dans la tranchée, de regarder ce qui s'est passé, comment des jeunes hommes qui parfois n'étaient pas beaucoup plus vieux qu'eux ont pu supporter des conditions telles que celles de la guerre de 14, leur expliquer pourquoi. Évidemment, il faut encadrer ça avec un travail professoral, comme le font les collègues, mais je crois que c'est un des points d'entrée sans doute qui aujourd'hui a le plus d'écho en France et aussi en Allemagne. Pendant la Referendarzeit ou la Vorbereitungszeit, le stage obligatoire pour devenir professeur, on apprend chez nous, et aussi chez vous évidemment, de formuler des objectifs éducatifs. En ce qui concerne le centenaire, qu'est-ce que les élèves devraient retenir? Je crois qu'il y a évidemment beaucoup de choses, je ne vais pas tout vous répondre. D'abord, je crois que ce qu'il faut garder en tête, évidemment,
c'est la mort de masse et ses conséquences. Hein. Ça, c'est vraiment évidemment une rupture totale avec... C'était inattendu, oui, les états-majors savaient, les armes, l'artillerie et tout cela, les avancées. Les soldats ne savaient pas où. Non, je pense que l'ampleur de la guerre et sa durée était quand même inattendue, même si certains avaient prévu que ce serait une guerre dévastatrice. À ce point-là et dans ce temps-là, c'est quand même pour beaucoup une surprise, y compris chez un certain nombre d'officiers. Donc évidemment, la grande interrogation, c'est de faire comprendre comment on a pu supporter la mort de masse, supporter dans les deux sens. D'abord supporter pendant qu'elle était là, c'est-à-dire pour les soldats, pour les familles, et donc continuer la guerre. Et ensuite, comment on a pu la supporter, je dirais, sur le siècle, puisque ça a des conséquences, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, la guerre de 14 et les effets qu'elle a eus sur les populations. Donc je crois que c'est ça qu'il faut évidemment faire comprendre en premier. Le deuxième aspect, évidemment, qui est très important, je crois, au temps du centenaire, c'est de rendre compte de l'ampleur mondiale du conflit. Donc ne pas considérer que la guerre est juste une guerre franco-allemande, par exemple, parce que ça, c'est bien ancré quand même, on le sait bien, les oppositions, la Marne, Verdun, tout ça, c'est bien connu, même par les collégiens et les lycéens des deux côtés, mais montrer aussi que cette guerre, justement, par sa profondeur, par son épaisseur, par son ampleur, a mobilisé partout. Elle a fait venir des soldats des colonies, elle a même engagé des combats en Afrique, un peu moins, mais malgré tout en Asie. Elle a mobilisé des continents entiers pour le combat. Donc je crois que ça, cet aspect mondial de la guerre et ses conséquences mondiales, c'est aussi un deuxième objectif fondamental aujourd'hui au temps du centenaire, sans se limiter aux opérations en Europe ou sur le front occidental. Merci, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.